Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Nous sommes donc dans les préparatifs du plan d'urgence pour l'emploi annoncé par François Hollande le 31 décembre dernier. On consulte, on annonce des choses, notamment le patronat et son contrat dit Agile qui fait l'unanimité contre lui. Ce matin, le président de la République annonçait 3 milliards pour les bâtiments publics et le logement social. Nous avons donc intitulé cette émission Chômage, Hollande s'attaque à la courbe. Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Jean-Claude Mailly est secrétaire général de Force ouvrière. Vous avez été reçu hier par le Premier ministre dans le cadre des consultations. FO dénonce le fameux contrat Agile proposé par le patronat. Raymond Soubi est expert en gestion des ressources humaines et des politiques sociales. Vous présidez à ce titre à l'Ixio et Tadeo. Rappelons que vous avez été conseiller à l'Élysée auprès de Nicolas Sarkozy. Guylaine Ottenemer était la rédactrice en chef à l'hebdomadaire Challenge. En une de votre prochain numéro apparaître jeudi, Emploi, les bonnes solutions. Il en sera donc question ce soir. Et puis je rappelle votre livre, Poison présidentiel, paru chez Albin Michel. Enfin, Thierry Pêche est directeur général du laboratoire d'idées Terra Nova. Terra Nova a publié en septembre dernier un rapport intitulé Réformer le droit du travail. Ma première question est pour vous, Guylaine Ottenemer. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est vraiment dans l'urgence? C'est-à-dire qu'en ce moment, la France débat, au sens premier du terme, d'un plan d'urgence pour l'emploi et se donne les moyens d'essayer d'y aller? Le constat, oui, il y a le feu. Enfin, on voit ce qui se passe dans les autres pays européens. Partout ça baisse. Et nous, le chômage continue d'augmenter. On est passé en dessous de la moyenne européenne, alors que c'était la priorité du quinquennat de François Hollande. Donc, il est absolument urgent d'agir. C'est le centre des problèmes. Il y a le feu, on est d'accord, ça on l'a tous remarqué. Ma question, c'est est-ce qu'on a sorti la grosse lance pour l'éteindre? Voilà. Non, non. Et d'abord, je crois qu'on ne fait pas une politique de l'emploi avec juste quelques mesures ponctuelles spécifiques. Je pense que c'est un ensemble de mesures qui fait qu'on redonne confiance aux gens, qu'on favorise l'investissement. Et ça veut dire qu'il faut à la fois s'attaquer aux finances publiques, parce qu'il faut stabiliser les finances publiques, il faut donner confiance dans l'avenir, il faut faire une politique de formation, il faut réformer l'école, et il faut aussi favoriser l'investissement. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas les outils pour aider l'investissement, pour passer de la toute petite entreprise à la moyenne et à la grande entreprise. Enfin, vous voyez, il faut jouer sur un grand nombre de dispositifs et il faut emmener une majorité cohérente dans une politique. On ne peut pas imposer là un certain nombre de mesures, la loi Macron 1 et maintenant peut-être la loi de Myriam El Khomri vont être imposées par l'article 49.3. Il faut, dans une situation aussi difficile où il faut imposer des réformes audacieuses pour enfin faire reculer le chômage, il faut avoir une majorité soudée et qui est d'accord avec les solutions. Alors là, du coup, le paysage que vous décrivez, il serait plutôt affolant, à contrario. Est-ce qu'au moins il y a une ou deux mesures que vous qualifieriez d'audacieuse qui soit présentée en ce moment par les uns ou par les autres? Non, sur le vocabulaire, je dois dire que la majorité a fait un énorme pas. Je préfère la formation des chômeurs pour les diriger vers les emplois du futur que les emplois génération qui n'ont pas fonctionné. Je préfère la prime à l'emploi au CICE qui a servi à augmenter les salaires et pas du tout à augmenter la compétitivité. Je préfère qu'on parle de l'apprentissage alors que dans le début du quinquennat, on avait supprimé un certain nombre de subventions à l'apprentissage et favoriser les emplois d'avenir. Voilà, je crois que au moins on a gagné cela, c'est qu'il y a une conversion de l'exécutif vers des solutions plus moderne. De même que les investissements dans le bâtiment, on les attendait depuis très longtemps. Voilà, maintenant on est à 1 an et demi de la fin du quinquennat. Il n'est jamais trop tard, mais il est quand même très tard. Alors très bien, ça sera la dernière question que je vous pose pour démarrer cette émission. C'est tout le monde dit que ce sont les dernières initiatives, si on veut, et c'est ce qui fait le titre de l'émission, effectivement inverser cette fameuse courbe du chômage. Est-ce que vous trouvez quand même qu'il y a des éléments en ce moment qui puissent vous paraître favorables dans le cadre que vous avez tracé dans votre première question, qui était finalement de nous dire il y a un grand jardin et il y a des tas de choses où il faut mettre de l'engrais à certains endroits, faut préparer une serre de l'autre. Je pense qu'il y a un certain nombre de pistes qui ont été tracées qui sont bonnes, de même qu'il va y avoir une réforme du Code du travail, et on travaille sur la simplification, mais tout ça, je veux dire, est encore trop petit braquet quand on voit timoré quand on voit l'ampleur des problèmes. Par exemple, 120 000 jeunes qui sortent sans formation, sans bois, sans rien. Il y a des pays où on interdit la sortie des jeunes du système sans rien. Il y a des écoles de la deuxième chance qui sont obligatoires. Vous voyez, je veux dire que ça manque d'imagination, ça manque de souffle, mais c'est bien, c'est mieux que les emplois génération. Voilà. Comme me dit Thierry Pêche, est-ce qu'on est dans l'urgence? Est-ce que vous avez l'impression qu'on en a la conscience et les moyens? On est dans l'urgence, oui, mais on y est depuis... C'est ce que nous a annoncé le président de la République le 31 décembre. On y est depuis un certain temps. Bon, on a un taux de chômage qui
tourne autour de 10,5%, ce qui est à peu près la moyenne européenne, un peu pire, comme l'a rappelé Guylaine. On a 3,5 millions de chômeurs. On ne peut pas se vanter de cette situation. Elle est objectivement mauvaise et elle ronge la confiance des Français, la confiance qu'ils ont dans l'avenir pour leurs enfants et la confiance que les jeunes peuvent avoir dans la société qui les accueille et qui les accueille mal. Donc on a effectivement un problème très lourd. Alors les déterminants de la situation économique ne sont pas non plus totalement cauchemardesques. Il ne faut pas noircir le tableau. C'est-à-dire qu'on a une situation économique, on parlait d'alignement des planètes de façon un petit peu rapide récemment encore, les taux d'intérêt qui sont bas, un pétrole peu cher, de moindre pression en direction de l'austérité au niveau européen. Tout ça fait un contexte un peu plus favorable. On voit que la consommation repart, on voit que l'investissement est plutôt bien orienté, même si c'est encore très timide. Bon, on attend des effets sur l'emploi et le chômage qu'on ne voit pas venir parce que tout ça n'est pas suffisant. Pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'on a un taux de productivité qui évolue de 0,9% par an. Ça ne parle pas beaucoup aux gens. Non, qu'est-ce que c'est qu'un taux de productivité la productivité, c'est le rapport entre la quantité de travail et la valeur produite, si vous voulez. Bon, donc, si vous produisez plus en travaillant moins, votre productivité augmente beaucoup. 0,9% de croissance de la productivité, ce n'est pas beaucoup, mais ça veut dire que vous faites plus avec moins de travail. Et en même temps, on accueille 150 000 personnes de plus sur le marché du travail chaque année. Et ça n'arrive pas aux autres pays européens. En gros, tout ça veut dire qu'il faudrait avoir un peu plus de 1,4% de croissance pour commencer vraiment à faire reculer le chômage. Or, on est à 1,2%. Donc, les chiffres ne sont pas catastrophiques, mais ils nous annoncent... Ils sont décevants. Ils sont décevants et ils nous annoncent une durée qui devient difficile devant ces problèmes, dans ces problèmes. Raymond Soubi, est-ce qu'on est engagé dans une voie qui vous paraît positive en ce moment? Oui, d'abord, je trouve que sur la situation, le malade connaît un léger mieux. Parce que je rappelle quand même que sur la dernière année, l'économie française a créé 50 000 emplois dans les secteurs dits marchands, alors que les années précédentes, elle en détruisait plusieurs dizaines de milliers ou n'en créait pas. Donc, il y a quand même un léger mieux économique, croissance, qui se traduit en termes d'emploi, mais qui est insuffisant. D'accord. Donc le mourant a ouvert un œil. Mais qui est insuffisant. Thierry Pech a d'ailleurs donné en partie la raison. C'est qu'à la différence de pays comme l'Allemagne, nous avons une croissance de la population active employée chaque année de l'ordre de 100 000, 120 000, ça varie. Ce qui veut dire que nous avons besoin de créer 100 000, 120 000, 130 000 emplois pour inverser réellement, je ne parle pas statistiquement, on y verra tout à l'heure, la courbe du chômage. Et on n'y est pas. Donc il y a un léger mieux. Honnêtement, la politique qui a été menée, plus l'environnement, crée un léger mieux, mais ces légers mieux est totalement insuffisant. Et ce qui me semble, c'est que les mesures qui sont annoncées, c'est au fond la prise de conscience que ce léger mieux, même si ce léger mieux va lui-même un peu mieux, ne suffira pas à changer la courbe du chômage. Radicalement, la courbe bref, pas de manière perceptible. Et donc, on rajoute des mesures, le gouvernement rajoute des mesures qui, entre nous soit dit, sont des mesures classiques. Moi, je pourrais vous citer 17 exemples précédents de mesures sur la formation des demandeurs d'emploi, sur les primes aux PME pour recruter depuis 30 ans. Soyez pas pessimiste. Mais non, on redécouvre. Donc, ces mesures ont quel effet? Créent-elles des emplois? Réponse, non. Elle traite, et c'est bien, des situations de demandeurs d'emploi. Mais des demandeurs d'emploi bien formés, même s'ils sont bien formés, s'il n'y a pas les emplois en face, je ne suis pas sûr que ça améliore fondamentalement la situation, ni même la situation sociale, parce que ça peut amener à créer une catégorie de jeunes qui ont fait les efforts, non moins jeunes, de se former, d'être formés et qui néanmoins n'ont pas un emploi. Alors avant de donner la parole à Jean-Claude Mailly, on va découvrir le premier reportage de cette émission et je pourrais d'ailleurs du coup le faire réagir. Nous sommes, vous le savez, à une semaine de la présentation de son plan d'urgence pour l'emploi. François Hollande continue, on va dire, d'étoffer les mesures qui, espère-t-il, lui permettront d'inverser la courbe du chômage avant la fin du quinquennat. 100 000 places d'apprentissage, 500 000 places de formation supplémentaires pour les demandeurs d'emploi, un nouveau système de prime à l'emploi pour les entreprises et puis en fin de matinée, le président a annoncé un plan d'investissement de 3 milliards dans le bâtiment public et les logements sociaux. Romain Besnénou. Il en a fait son chantier prioritaire en cette rentrée 2016. François Hollande veut à tout prix relancer l'emploi alors que le taux de chômage est au plus haut.
Ce matin, lors du bicentenaire de la Caisse des dépôts, bras financier de l'État, il a annoncé plusieurs milliards d'euros d'investissements publics dans la construction de logements et le développement durable. Deux leviers essentiels à la création d'emplois. Deux priorités majeures, le logement et la croissance verte. La moitié donc seront dégagées pour les organismes de logement social sous la forme de prêts à taux zéro et sur une durée qui ne pourra pas être inférieure à 20 ans. Ce seront donc des quasi-fonds propres qui permettront de lever près de 8 milliards d'euros de financement supplémentaires et contribueront à la construction de 50 000 logements sociaux de plus et à la rénovation de milliers d'autres, notamment à travers les travaux d'isolation thermique. Pour la Caisse des dépôts, la création d'emplois passe aussi par l'aide publique aux entreprises. 100 milliards d'euros de prêts y seront consacrés d'ici 2020. Toujours un objectif, l'emploi. Ce combat quotidien pour un logement et un emploi est un véritable fardeau pour chacun de nos concitoyens qui n'y ont pas accès. Il est aussi un fléau qui met en difficulté notre République et les fondements même de notre pacte social. Seule une action publique déterminée permettra de ne pas laisser s'installer le désespoir. Monsieur le Président, il y a urgence. Une urgence qui touche en particulier les jeunes, 25% de chômeurs chez les moins de 25 ans. Le chef de l'État voudrait donc relancer l'apprentissage et l'étendre à 100 000 jeunes supplémentaires. Le service civique, lui aussi, aura droit à un coup de pouce. Son budget passera de 300 millions d'euros à 1 milliard d'ici 2018. Il pourra accueillir jusqu'à 350 000 jeunes chaque année. Un engagement citoyen, synonyme d'atout sur un CV. Que les choses soient bien claires. Il ne s'agit pas de stage et encore moins d'emploi. Les entreprises privées ne pourront donc pas accueillir de services civiques. Ce serait dénaturer l'esprit même de cette grande ambition. Mais les entreprises ont aussi un rôle à jouer. D'abord, elles peuvent participer au financement du service civique et être également volontaires. Je les encourage à le faire. Et puis, quand les chefs d'entreprise cherchent des candidats sur un certain nombre de postes ou d'emplois, qu'ils pensent aux plus éloignés, ceux qui sont loin du marché du travail, les plus fragiles, mais aussi, et souvent ça peut être les mêmes, à ceux qui ont fait l'effort de s'engager, d'être dans un service civique, parce que ce parcours qu'ils auront fait pour les autres, ils seront capables de le mettre aussi au service de l'entreprise qui les recrutera. Lundi prochain, François Hollande devrait présenter son plan d'urgence pour l'emploi, dans lequel il détaillera toutes ces mesures. S'y ajouteront deux projets chers au président, la formation de 500 000 demandeurs d'emploi longue durée chaque année et une prime pour les PME qui embaucheront en 2016. Est-ce qu'on commence à s'engager dans la bonne voie, Jean-Claude Mailly ? Écoutez, on ne peut pas s'opposer à ce que, et on ne s'y oppose pas d'ailleurs, à ce qu'il y ait plus de demandeurs d'emploi de longue durée qui soient formés. Alors maintenant, est-ce qu'on arrivera à faire, c'est au moins 350 000, puisqu'il y en a déjà 150 000 actuellement de formés. Il faut savoir que l'ensemble des demandeurs d'emploi, ça fait 643 000 formations par an. Il y en a 643 000 qui ont accès à une formation, dont 150 000 des chômeurs de longue durée. Donc c'est au moins 350 000 de plus. C'est ça qui a été annoncé. Alors, il y a un problème financier. Comment on finance ça ? Bon, c'est de l'ordre, je dis bien de l'ordre de 1 milliard d'euros, tout compris, à savoir la part de l'État, de la part de Pôle emploi, de la part des interlocuteurs sociaux. Et après, il y a un problème de faisabilité aussi, il faut être pragmatique. Est-ce que l'on peut rapidement former 350 000 demandeurs d'emploi ? C'est pas aussi évident que ça. La preuve, on va devoir faire un séminaire de réflexion à la fin du mois de janvier entre les régions qui ont la responsabilité
de la formation, etc. Donc les régions, l'État, les partenaires sociaux. On est d'accord pour... Pardonnez-moi, juste une question sur le constat. On est d'accord pour dire que c'est très bien de former des gens pour l'emploi. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même un emploi au bout. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, une fois qu'ils sont formés, qu'est-ce qu'ils ont Enfin, ce que disait Raymond Soubi, là, je suis d'accord avec lui. C'est pas tout de former des gens, il faut encore qu'il y ait des débouchés derrière et des emplois. Alors, l'annonce des 3 milliards sur le bâtiment, etc., ça va dans le bon sens. En plus, ce sont des secteurs qui sont très rapidement réactifs en termes d'emploi. Maintenant, ça ne répond pas, tout ça, compris l'apprentissage, on en a discuté hier avec le Premier ministre, ça ne répond pas à un état d'urgence économique et sociale, c'est clair. Ça amène la question SMS de téléspectatrices ou de téléspectateurs qui nous avait été initialement posée. Donc je vous la pose maintenant, c'est que proposent les syndicats pour faire baisser le nombre de chômeurs? Alors je vais peut-être vous le dire plus simplement, que propose Force ouvrière? En quelques mots, essayons de le dire sans voilà, pour faire baisser le nombre de chômeurs. Ce que nous avons rappelé hier au Premier ministre, avant même de discuter des questions spécifiques sur les 500 000, l'apprentissage ou l'aide éventuelle aux entreprises dont je pense qu'elles n'en ont pas besoin. On va y revenir. Oui, on y reviendra. Non, d'abord, on ne peut pas, enfin, de la même manière qu'un ministre du chômage, quel qu'il soit, ou du travail, du travail n'est pas responsable de l'emploi et du chômage. Hein, c'est pas le seul responsable, c'est une politique globale. Bon, donc il y a un vrai ce que nous a dit Guylaine Ottenemer tout à l'heure. Il y a un vrai problème de politique économique globale. Il y a des choses qu'il faut revoir. Il y a consommation, c'est vrai, repart un peu, mais c'est quand même très timide. Il y a un vrai problème. Quand vous interrogez les Français au-delà des questions de sécurité, c'est les deux priorités, c'est quoi? C'est le chômage et le pouvoir d'achat. Bon, là, dans le pouvoir d'achat, alors ça varie sur les entreprises, mais dans le public ou le SMIC, ça n'évolue guère. Donc il y a un problème de demande. Et beaucoup d'entreprises considèrent qu'elles ont un problème de demande. Deuxième problème, il faut, ce qu'on a reprécisé hier, recibler les aides publiques aux entreprises. Aujourd'hui, que ce soit le CICE, le pacte de responsabilité, enfin, il faut mesurer que le pacte de responsabilité, sur 3 ans, ça va être 100 milliards d'euros. 41 milliards la dernière année, mais il y a les années précédentes, 100 milliards d'euros, avec aucune possibilité de mesurer, parce que c'est pas possible, les effets en termes d'emploi. Donc quand je dis recibler, c'est conditionner les aides publiques. Il y a certaines entreprises qui n'avaient pas besoin du CICE financièrement, ou du pacte de responsabilité, qui en bénéficient, d'autres entreprises qui auraient besoin d'être aidées, y compris par les outils publics, type Banque publique d'investissement, type Caisse des dépôts et consignations, et qui ne le sont pas. Donc c'est un reciblage, ça peut permettre peut-être de faire des économies, mais ça peut permettre d'être plus efficace sur le plan également économique. Excusez-moi, parce que quand même, ma question c'est qu'est-ce que proposent les syndicats? Et vous me répondez par voilà ce que je veux soustraire, ce qui est quand même étrange, en tout cas aux entreprises. Bah si. Je veux soustraire, que ce soit des aides efficaces. Écoutez, même les syndicats qui avaient accepté le pacte de responsabilité commencent à dire ça ne marche pas. Donc voilà, donc à un moment donné, quand ça ne marche pas comme c'était indiqué, il faut savoir changer le volet. Après, il y a une nécessité, effectivement, compris dans la période actuelle, où la croissance est meilleure mais insuffisante pour retourner, je dis bien la courbe du chômage, par des créations d'emplois, il faut qu'il y ait un soutien plus fort à l'investissement public, y compris s'il faut savoir déroger à certaines règles européennes, ce que réclament les syndicats au niveau européen, dans tous les pays. C'est pas suffisant de dire le pacte sécuritaire doit s'imposer au pacte budgétaire. Il faut aussi que le pacte républicain s'impose au pacte budgétaire. Donc ça, ce sont sur des investissements publics qu'il faut savoir faire. Voilà, c'est 3 idées parmi d'autres. Après, on peut effectivement regarder sur améliorer les systèmes de formation, etc. Mais la formation seule ne permet pas de résoudre durablement le problème du chômage, au-delà de l'effet collatéral sur les statistiques. Raymond Soubi, que pensez-vous de l'analyse de Jean-Claude Mailly? Je crois que Jean-Claude Mailly a raison en partie, mais je ne le rejoindrai pas sur une autre partie. Je veux dire par là que le pacte de responsabilité, il a quand même, à travers les baisses, produit certains résultats. Moi, j'ai dit tout à l'heure, nous avons un léger mieux. Alors, il n'est que léger. Il est sûrement insuffisant pour résorber. Est-ce qu'il est dû au pacte de responsabilité? Et qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on peut l'avérer, ça? La vérité, c'est que quand on prend des mesures du type de celle du pacte de responsabilité, les effets, il ne faut pas les attendre avant des années. Il faut que les chefs d'entreprise incorporent dans leurs décisions et dans leur anticipation toutes les mesures qui sont prises. Vous savez, la manie de la France, si vous me permettez, parenthèse, mais qui est liée au sujet, la manie de la France, c'est de vouloir constamment changer une mesure. On prend une mesure à un jour, par exemple la baisse des charges. On dit 1 an et demi après, la courbe du chômage n'est pas inversée. Il faut changer. Et ce qui en réalité gêne beaucoup les créations d'emplois, ce sont ces changements de pied
permanent. Moi, par métier, je vois souvent des dirigeants de groupes étrangers qui ont des intérêts en France. Et je leur demande, qu'est-ce qui vous gêne en France? Vous savez ce qu'ils me répondent? Ils me disent d'abord le changement permanent. La règle du jeu change toute la journée en matière sociale et en matière fiscale. 2, les incertitudes. On ne sait pas trop ce qui va se passer, ni dans l'application d'une mesure qui a été décidée, ni dans un jugement du tribunal. Le changement, ça va avec les incertitudes, en effet, oui. Le changement va en effet avec les incertitudes. Le changement, c'est tout le temps. Et enfin, le changement, ce n'est pas seulement maintenant pour s'arrêter ensuite. Le changement, comme le dit mon voisin, c'est tout le temps. Et je crois que ce sont des sujets comme ça. Bon, et que donc, il faut, quand on prend une mesure, lui donner le temps. Il faut donner le temps au temps de cette mesure. Et vouloir dire, au bout de 2 ans, parce que ça n'a pas vraiment marché, autant qu'on l'espérait, il faut y revenir et prendre une autre mesure. Mais je crois que c'est dramatique ce que vous nous dites, parce que ça signifie, pardonnez-moi, que finalement, tout se joue forcément sur des nombreuses années. Et qu'en ce moment, il n'y a pas de mesure, j'ai envie de vous dire, massive, qui pourrait obtenir un résultat assez proche. Oui, moi je suis convaincu que les mesures massives qui donnent un résultat assez proche sont des mesures de traitement social du chômage, qui consistent en effet à aboutir à ce que des gens soient formés, ce qui est bien, et non pas ce qui trouvent un emploi, qui consiste à les sortir des statistiques, qui détaillent. Ce qu'on veut dire, ce sont des mesures politiques au sens péjoratif du terme. Ce sont des mesures utiles, elles ne sont pas inutiles, mais bien sûr. Politiques, mais qui ne traitent pas le cœur du sujet, qui est la création d'emplois, d'un côté, et d'autre part, comme l'a très bien expliqué l'Institut que dirige mon voisin, il faut modifier les règles du jeu. De la négociation sociale et de la manière de secréter la règle sociale. Il ne faut pas constamment changer, il faut qu'il y ait un jeu dans lequel patronat et syndicats discutent au plan national, des branches et surtout les entreprises, et trouvent des solutions adaptées et conciliables. À part Guylaine Hôtel-Hémer, j'ai quand même du mal à vous demander quel plan d'urgence il faut qu'on fasse pour l'emploi. Alors après, et d'une certaine façon, vous me dites, oh là là, surtout pas de plan d'urgence, parce que de toute façon, ça ne sert à rien, et qu'on verra éventuellement les effets dans 7-8 ans. Ça montre qu'un gouvernement agit. C'est très bien pour le gouvernement, c'est très bien pour l'opinion, mais il ne faut pas croire qu'on règle un sujet aussi compliqué que nos problèmes d'emploi, qui sont le taux de chômage, le problème des jeunes générations, le problème du chômage de longue durée, par quelques mesures qui auront un effet en 6 mois ou en 1 an. D'accord, sauf qu'on a quand même vu des mouvements sur l'emploi d'un certain nombre de nos pays voisins qui parfois sont quand même assez importants et en tout cas beaucoup plus importants que les nôtres. Alors après, je ne sais peut-être pas pourquoi, ni comment, ni à quel prix. Mais ça, vous aimez pas quand on vous dit ça. Mais je reviens à vous. Ce qui est, à mon avis, dangereux, c'est quand les gens pensent qu'effectivement, il y a une mesure magique. C'est vrai que s'il y avait un investissement massif de l'État, on verrait très vite le chômage baisser. Mais ce serait que... Les mesures annoncées sur le bâtiment public et les logements sociaux, j'allais vous dire, ça paraît du bon sens. C'est du prêt, c'est pas de l'investissement massif. Non, mais je veux dire, à entendre un certain nombre de syndicats sur le plan européen, c'est vrai qu'on dit, bon, il faudrait un grand mouvement d'investissement dans les pays européens pour sortir de cette croissance très très molle, finalement un peu partout en Europe, même si nous, c'est pire que les autres, mais c'est pas non plus formidable partout ailleurs en Europe. Ça, faut être riche, hein. Bon, non, mais c'est pas ça qu'il faut riche, mais c'est qu'on recule pour mieux sauter, parce qu'on est quand même dans une compétition mondiale, etc. Moi, ce que je trouve, et c'est assez intéressant, là, la réflexion de Raymond Soubise sur, c'est quand même intéressant qu'à 1 an et demi de son mandat, François Hollande, qui avait quand même pris un certain nombre de mesures assez emblématiques au début de son quinquennat, en disant que c'était sa priorité, et on disait tout le temps, nous, journalistes, oui, mais là, il attend l'inversion de la courbe, ça va venir automatiquement avec le changement de conjoncture internationale. C'est peut-être un pari qu'il a fait en début de quinquennat. La baraka, ça va revenir tout seul, et il attend, etc. Et là, c'est vrai qu'on voit que tout d'un coup, il se dit non, ça va pas se faire tout seul. Donc voilà. Et là, on voit beaucoup de mesures pour baisser le nombre de chômage, y compris le service civique, qui est quand même très bizarre de dire on va embaucher des gens dans la fonction publique à 500 € par mois, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, pour le moment, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'association qui propose suffisamment d'emplois dans le service civique, parce que c'est souvent des jeunes qui ne sont pas formés, donc on leur fait faire quoi ? Qui les suit ? Quel est leur tuteur ? Est-ce qu'on leur donne une formation ? C'est compliqué. Alors dire qu'on va tout d'un coup aller vers la généralisation du service civique, j'ai même entendu Juliette Méadel me dire que finalement le service militaire c'était formidable. Moi c'est le porte-parole du Parti socialiste. Donc moi quand même je suis de la génération mai 68, on peut pas dire que la gauche disait que le service militaire c'était formidable. Donc voilà. Si elle évolue. Bon,
Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont essentiellement dues à faire baisser le nombre de chômeurs et pas des mesures de fond. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de confiance pour l'investissement, c'est entre autres parce que beaucoup d'entrepreneurs se disent, vu l'état des finances publiques et vu ce qu'on a dit sur le fait qu'on respecte plus le pacte de stabilité, un jour ça va nous retomber dessus, quoi. On va supprimer les aides, on va avoir plus de taxes, la fiscalité n'est pas stabilisée puisque la dépense publique n'est pas stabilisée. En deux temps, Thierry Pêche puis Jean-Claude Mailly. Je voulais revenir sur l'analyse de Jean-Claude Mailly, que je suis un peu comme Raymond Soubi, je vous rejoins sur une partie du raisonnement uniquement. Est-ce qu'il y a un problème de demande aujourd'hui en France? Votre raisonnement repose sur cette idée. Un des éléments. Un des éléments. Enfin, vous y revenez souvent et vous l'avez fait à l'instant. Qu'est-ce qu'on appelle un problème de demande? Un problème de demande, c'est-à-dire qu'il faudrait stimuler les revenus des ménages, par exemple, pour qu'ils consomment davantage. Donc il faudrait leur... La consommation intérieure. Voilà, leur donner pour ça, il faut augmenter les salaires ou baisser les impôts. On a des éléments qui ont tenu lieu de politique de relance, un contre-choc pétrolier qui a redistribué du pouvoir d'achat, un certain nombre de politiques sur lesquelles je ne reviens pas. Le problème qu'on a aujourd'hui en France, et c'est la limite du raisonnement, parce que je vous rejoins sur le contexte européen et je ne vous rejoins pas sur le contexte national, parce que la demande est repartie en France, trop faiblement à vos yeux, mais elle est repartie. Et le problème, c'est que l'offre française, l'offre domestique, n'arrive pas à servir cette demande. Cette demande, elle profite à nos concurrents étrangers. On continue à avoir un problème d'offre. Et c'est pour ça que la question cruciale des mois et des années qui viennent, c'est l'investissement. On a une offre française qui est mal positionnée, qui est positionnée en moyenne gamme. Donc nos concurrents nous font concurrence sur les coûts, sur le coût du travail, sur le prix des produits. C'est très intéressant ce que vous dites. Par exemple, on donne toujours l'exemple de l'automobile. Très bien, reprenons. En gros, si on regarde ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, on a une industrie automobile qui s'est spécialisée dans le haut de gamme. Oui. Donc là, quand vous êtes dans le haut de gamme, vous n'avez pas beaucoup de concurrents. Vous vendez mais vous pouvez pas vendre des voitures haut de gamme à la planète entière. Hein. Vous vendez des produits qui sont à très haute valeur ajoutée. Bon. Et donc, vous pouvez les vendre cher. Et une Audi, ça coûte cher, une Mercedes, ça coûte cher. Bon. On n'a pas fait ce choix en France, on est positionné en moyenne gamme. Quand on est positionné en moyenne gamme, on ne peut pas longtemps financer un modèle social ambitieux. Il faut soit monter en gamme, soit passer par des moments douloureux sur le modèle social. Et je pense que le discours... Mais on ne peut pas faire que des produits de luxe. Non, on ne peut pas faire que des produits de luxe. Mais il faut éviter... Il n'y a pas la clientèle. Excusez-moi d'être un peu... Vous avez raison. Mais si vous êtes dans le bas de gamme, dans le moyenne gamme, sur des secteurs exposés à la concurrence, il y en a qui ne le sont pas, qui le sont moins. Bon, il y a toute une série de services de l'économie résidentielle qui ne sont jamais exposés à la concurrence. Mais on a un problème sur les services, les produits qui sont exposés à la concurrence. Et là, si vous êtes dans le bas de gamme, vous avez ce type de problème. Donc les voitures indiennes vont concurrencer les voitures françaises. Bien sûr. Mais et on est forcément perdant. On n'est pas forcément perdant si on arrive à bien positionner l'offre. Et pour ça, il faut des investissements. Et ce jeu-là, ça ne se joue pas en 3 semaines. Il faut des années pour ça. Rendez-vous compte que Audi n'a pas toujours été une marque de luxe. Audi était même une marque plutôt moyenne, voire bas de gamme. Il a fallu 15 ans pour repositionner cette marque. Je vais jusqu'au bout de votre raisonnement. Imaginons qu'on investisse massivement ou qu'on trouve des actionnaires qui acceptent d'investir massivement dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'objectif? Quel est le grand projet industriel et pour faire quoi? Là, vous avez des rêves un peu fous, mais imaginons qu'il y ait des investissements massifs dans ce secteur, ça crée des emplois, on ouvre des usines. On l'a fait aux États-Unis. Hein. Oui, et Jaguar, par exemple, ça ne marche pas très bien. D'accord, mais après, évidemment, on trouvera des contre-exemples dans tous les secteurs. Mais le raisonnement général est celui-là. Il est évident que si vous investissez, si vous faites de bons investissements, si vous profilez une offre qui va être moins exposée à la concurrence sur les coûts, vous allez créer des emplois plutôt durables. Jean-Claude Mailly. Oui. Juste un mot sur le pacte de responsabilité. Je rappelle quand même que quand François Hollande annonce le pacte de responsabilité, oui, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons aider les entreprises par des allègements. Les contreparties, ce sera de l'emploi. C'était un leurre. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ou de l'investissement. Et de l'investissement. C'est pas ce qu'il a dit. Quand il l'a annoncé, il a dit emploi et salaire même. Le salaire, il l'a dit qu'une fois. Et emploi, on n'a jamais vu la suite. Ce n'est pas possible, tout simplement. Donc, ou alors il fallait dire clairement les choses. Moi, je me souviens du badge de Pierre Gattaz. C'est 1 million d'emplois. Moi aussi, il l'a toujours d'ailleurs. Hein. Mais où on dit on pratique une politique d'allègement du coût du travail, c'est peut-être difficile à dire quand on s'appelle François Hollande, mais on raconte pas des histoires. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, à un moment donné, il faut resituer les choses. Alors, ensuite, moi, je veux bien. Mais quand vous êtes au SMIC, que vous n'avez eu aucun coup de pouce depuis des années, votre demande, sur le plan macroéconomique, elle augmente peut-être parce que le prix de l'énergie baisse, les taux d'intérêt si vous avez un emprunt. Sauf que la confiance, ça n'est pas uniquement pour les entreprises. La confiance, elle doit être aussi pour les salariés. Et ceux qui sont directement concernés. Parce que ce que vous expliquez est juste
sur la structuration de l'industrie française, la spécialisation dans le moyen de gamme, moins que dans le haut de gamme, etc. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Plus de 20 ans, la suffisance du nombre de TI, etc. Si on attend que tout ça soit réglé, ils ne sont pas prêts d'avoir une augmentation, les smicards. Hein. Donc, à un moment donné, il faut... Et moi, je dis, par exemple, je l'ai redit au Premier ministre hier, que le lendemain du deuxième tour des élections régionales, avec les résultats qu'on a connus aux élections régionales, le gouvernement n'est même pas capable de donner un signe à ceux qui sont concernés en donnant ne serait-ce qu'un petit coup de pouce au SMIC, c'est une erreur. Ça ne crée pas des emplois, ça. Non, mais... Vous pouvez très bien défendre cette position, mais ça oui, non, mais oui, mais attendez, c'est pas mécanique non plus. Ce n'est pas mécanique non plus. C'est une question de confiance. Maintenant, vous savez, quand vous avez votre salaire qui n'augmente pas, vous n'avez pas non plus la confiance pour, y compris si vous pouvez investir un peu, si vous pouvez consommer. Alors, on n'a jamais dit il faut pulvériser les salaires, etc. Mais en même temps, les inégalités se développent. On a un taux de pauvreté qui se développe dans notre pays, même s'il y a 14,2% de pauvres, 8,5 millions, etc. Donc, ça va aussi de pair avec les négociations de branche sur les minima conventionnels. Ça se négocie, tout ça. Vous changez de discussion, pardon. Non, je ne change pas de discussion. La même discussion. Non, mais si on attend, Monsieur Pêche, que toute la structuration de l'industrie française soit forte, on n'est pas prêt d'avoir une augmentation des salaires. Il faut savoir, la confiance, c'est dans les deux sens. La confiance, elle doit être pour les entreprises. Moi, je suis d'accord pour dire l'un des problèmes majeurs, c'est l'instabilité juridique. C'est vrai en matière de fiscalité, c'est vrai en matière de code du travail, ça change tout le temps. Donc comment voulez-vous avoir une perspective? Mais c'est vrai aussi pour les salariés. Donc c'est un des éléments. Le problème de demande, ça ne règle pas tout, je suis d'accord. Dernier point, oui. Quand on dit qu'il faut faire quelque chose, je disais qu'au niveau européen, les syndicats, d'ailleurs quasiment tous les syndicats, contestent la logique aujourd'hui des 3%, la logique du pacte budgétaire. Au niveau européen, y compris dans la zone euro, on pourrait très bien, via des systèmes type eurobonds, etc., emprunter et faire une politique d'infrastructure et de grands travaux au niveau européen. Ce qu'on ne fait pas pour le moment. On nous dit 120 milliards, pour le moment, on en est loin. Je suis d'accord. Raymond Soubi. Oui, moi je suis... Le New Deal version Bailly, ça oui, oui. Excusez-moi, en période de crise, c'est possible? Je préfère l'ancien deal façon Thierry Pêche. C'est-à-dire que on constate en fait que quand la consommation, ça se porte sur des produits que nous importons. Oui. Ça déséquilibre notre balance commerciale et donc tant que nous, pardon de répéter ce que vous avez dit, tant qu'on ne produit pas nous-mêmes ce qui peut être acheté par les Français, en réalité, c'est un jeu vain. J'ajoute un dernier point. Excusez-moi, les 10 voitures les plus vendues en France sont des voitures françaises. Hein. Je veux bien, on passe mon temps à... Non, mais on n'achète pas que des voitures. Donc... Non, mais on achète pas des voitures. Vous avez un ordinateur français chez vous? Ah non, ça c'est sûr. Mais il y en a beaucoup, les ordinateurs français? Il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Oui, mais attendez, il y en avait. Exemple parfait. Puisque vous il y a longtemps. Vous reparlez de la voiture. Je vais aussi reparler de la voiture. Oui, je vous en prie. Je prends l'exemple de Renault. Renault, il y a 8 ans, 9 ans, produisait 4 millions de voitures en France. Aujourd'hui, Renault produit combien de voitures en France? 1 million. Pourquoi? Parce que Renault ne produit pas, j'espère que les dirigeants ne m'écoutent pas, de voitures très très haut de gamme, aussi haut de gamme que les Mercedes, Audi, etc. Et par conséquent, sont soumises à une concurrence mondiale sur les coûts de fabrication considérable, avec comme résultat la délocalisation de 3 millions d'emplois. Oui. Je ne sais pas si on se rend compte ce que c'est faramineux. Que 3 millions d'emplois. L'Espagne est passée devant la France en production automobile. L'Espagne est passée devant la France. Donc je crois que le cœur du problème de l'emploi, c'est la force de notre système de production industrielle et de services, que ça passe par des mesures qui n'auront d'effet, je me répète, qu'à moyen terme, et que si on quitte ce chemin, eh bien, je crains qu'on ne trouvera pas un chemin qui soit meilleur. Je crois même qu'on trouve un chemin qui soit pire. Rappelons que les patrons, eux aussi, avancent leurs idées, et on sera même tenté de dire leurs idées fixes, notamment sur le contrat de travail. Et voilà qu'ils sortent donc de leur chapeau, non pas un lapin, mais bien un CDI dit agile. Le propos est de faciliter le licenciement en cas de baisse d'activité, mais aussi de fixer les indemnités prud'homales de licenciement. Des mesures effectives en Allemagne, en Espagne et en Grande-Bretagne, où le CDI agile britannique aurait fait, selon le patronat, aurait permis de créer, selon le patronat, près de 2 millions d'emplois. Nous allons en discuter avec nos invités. Auparavant, le reportage de Romain Becker et Juan Nguyen. Lorsqu'il arrive à Matignon hier, Pierre Gattaz a sous le bras une proposition choc. Déjà évoquée ce week-end dans une lettre ouverte du patron des patrons à François Hollande, un CDI agile.
On ne doit pas être en risque par rapport à un juge. C'est-à-dire, en fait, on doit ne pas être en risque. Moi, je vois beaucoup de patrons, notamment des plus petits, qui ont eu 1 ou 2 salariés, qui ont eu 1 ou 2 prud'hommes. Ça leur a coûté des sommes énormes et ils ne veulent plus embaucher. Donc, ils sont seuls. Ils disent surtout pas, moi, j'embauche plus, c'est trop compliqué, c'est trop coûteux, c'est trop risqué. Donc, si on arrive en première étape, à avoir un CDI dans lequel vous sécurisez des motifs de séparation, donc c'est de ces 2 trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou du résultat, qui sont au départ des choses factuelles, tangibles, que vous pouvez mesurer, eh bien vous minimisez le risque de vous faire retoquer. Et c'est plus la roulette russe derrière. Si c'est la roulette russe, vous embauchez pas, vous avez peur. En plus de l'inscription dans le contrat de travail des motifs de rupture liés à la situation de l'entreprise, le patronat exige que les indemnités prud'homales soient fixées à l'avance. Prudent, Manuel Valls refuse de s'avancer. Nous avons été à l'écoute des partenaires sociaux que j'ai sentis mobilisés, préoccupés par la situation de l'emploi. C'est une cause nationale, c'est sans doute la première préoccupation de nos compatriotes. Mobiliser le pays et mobiliser plus que jamais l'État, les partenaires sociaux, les collectivités territoriales. C'était le sens de cette rencontre. Je ne me prononcerai pas à ce stade sur telle ou telle mesure. Rogner sur les protections dont bénéficient les salariés et faciliter les licenciements pour lever ce que les patrons appellent la peur de l'embauche, l'idée fait évidemment débat. Si elle approuve le plafonnement des indemnités prud'homales, l'Association nationale des DRH dénonce une mesure contre-productive. Dire à quelqu'un, dès que ça va aller plus mal, on arrête, je pense que ça n'est pas une bonne idée. Et le mettre dans le contrat, encore moins. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand vous venez travailler dans une entreprise, si on prend la pyramide de Maslow, on cherche à satisfaire un certain nombre de besoins. Parmi ces besoins, au tout début, il y a la sécurité. Bon. Alors, il n'y a pas d'emploi à vie, on n'est pas là non plus pour transformer tout ça en espèce d'atelier national. On est là simplement pour dire que vous vous investissez dans une entreprise à partir du moment où vous avez l'idée que vous allez y rester pendant un certain temps. Aujourd'hui en France, le CDI concerne certes une écrasante majorité des 23 millions de salariés, plus de 86%. Un chiffre qui reflète mal la situation de l'emploi, car 9 embauches sur 10 se font en revanche en CDD ou en intérim. Dans cette PME qui fabrique des matelas, 15 personnes ont été embauchées l'an dernier, dont 14 en CDD. Et obtenir un contrat à durée indéterminée relève du chemin de croix. On commence souvent par quelques semaines, parfois quelques mois en intérim pour sélectionner nos futurs collaborateurs. On poursuit ensuite l'aventure avec un premier CDD de 6 mois et si celui-ci est concluant, on enchaîne avec un CDI. Face à un marché de l'emploi plus cloisonné que jamais, plusieurs voix plaident pour un contrat de travail unique. Mais le gouvernement s'y est d'ores et déjà opposé. Bon, alors ça vous a mis en fureur cette histoire de CDI agile? Écoutez, je vais vous faire une confidence, on n'en a quasiment pas parlé avec le Premier ministre. Les médias en ont beaucoup parlé, c'est la mousse autour de la communication des organisations patronales. Moi, j'ai évacué ça en 10 secondes. Pourquoi ? Parce que ça, d'abord, du côté patronal, 2016, c'est un remake de 2015. Hein, c'est un truc qui traîne depuis longtemps. Les motifs de rupture de CDI, il y en a quelques-unes, y compris la rupture conventionnelle, que je ne renie pas. On a participé à la négociation et à la mise en place, même s'il y a quelques dérives aujourd'hui, et on y reviendra vraisemblablement quand on négociera l'assurance chômage. Donc, je crois qu'il n'y a aucun syndicat qui a dit oui. Le Premier ministre, je n'ai pas senti qu'il était pour. Le ministre du Travail a dit que ce n'était pas dans l'actualité. Pouf, allez, on met ça à la trappe. Vous m'excuserez, je vais être victime de la communication du grand patronat. Dire on a peur d'embaucher parce qu'on ne sait pas licencier. C'est en gros ce que dit Gattaz. Est-ce que ça vous paraît fondé? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez entendre? Oui, j'entends ça notamment. Oui, non mais ça, moi je dis souvent la même. Non mais je dis souvent la même chose. C'est pas vrai pour une grande entreprise qui a son DRH, ses services, qui sait gérer ça, où il y a des syndicats. Vous savez, la grande majorité des cas prud'homaux, ça vient des TPE-PME. Alors que le chef d'entreprise d'une TPE-PME ne connaisse pas le code du travail, c'est logique qu'il n'ait pas de DRH, etc. Quand il a un problème avec un de ses salariés, en général, c'est au dernier moment quand il y a rupture entre les deux. Bon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'il ait fait consciemment ou inconsciemment une erreur, le chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait? Il va filer un dossier à l'avocat.
C'est comme ça que ça se passe. Ils payent déjà 800 € pour la première consultation. Et après, l'avocat, pas tous, mais n'a pas forcément intérêt à ce que le dossier soit réglé rapidement. J'entends bien. Alors, oui. comment on répond à ça? Vous mettez en cause l'honneur des avocats. Non, pas tous, mais ça existe Non, je comme plaisante, partout. oh. Alors après, moi, je dis souvent aux organisations patronales, faites votre boulot, les gars. Nous, quand un salarié a un problème, même dans une TPE ou une PME, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir localement le syndicat. Et on discute avec lui, on l'aide, s'il faut aller au prud'homme, on le conseille, etc., etc. Pourquoi ils ne vont pas voir les organisations patronales? Sur la CGPME, l'UPA, qui les accompagnent eux-mêmes. Ils doivent se débrouiller tout seuls. Alors, qu'on commence par être pragmatique, qu'on règle ce type de problème, avant d'échafauder je ne sais quelle usine à gaz sur ces questions-là. Simplement, est-ce que vous pouvez me dire où est l'abomination, en 2 mots, dans le contrat agile? Le fait que vous n'en ayez pas parlé avec le Premier ministre. Un jeu de mots, j'ai dit, oui, on en a parlé 10 secondes, c'est un contrat fragile. Bon, c'est ça, en fait, ça consiste à dire, c'est pas vraiment le contrat unique, mais ça peut y ressembler. Oui. Vous rentrez avec peu de droits. Oubliant au passage, je dis bien qu'il y a la rupture conventionnelle, qu'on a négocié possibilité de prolonger les périodes d'essai, etc. Puis vous pouvez être licencié. Attendez, si le chiffre d'affaires n'est pas réalisé ou autre, il y a d'autres motifs que de faire ça, que de fragiliser encore une fois le contrat de travail. Maintenant, 86% des contrats de travail sont aujourd'hui des CDI, en volume. Bon. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de CDD, et notamment surtout des CDD courts. Mais non, mais statistiquement, c'est important. Quand vous faisiez avant un CDD, une entreprise fait un CDD de 6 mois, c'est un contrat, comptabilisé comme un contrat. Si demain, la même entreprise fait 6 CDD d'1 mois, c'est comptabilisé comme 6 CDD. Ça veut dire qu'en volume, ça augmente un peu artificiellement la part des CDD. Mais je rappelle que l'objectif... alors après, le CDI, c'est pas l'emploi à vie, le CDI, on le voit bien tous les jours. Alors, le lapin agile du CDI, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un peu sceptique, je suis comme le président de la NDRH que vous avez interrogé tout à l'heure. Soyons concrets, vous voulez m'embaucher, mais vous me dites que vous pouvez me licencier pour cause économique si votre chiffre d'affaires baisse de 15-20%. Bon, d'abord, premièrement... Je vous préviens, Raymond Soubi, ça pourrait arriver. Oui, ça pourrait arriver. Donc, d'abord, nous sommes dans une situation totalement inégale. Absolument. Vous m'assénez ça, donc il n'y a pas vraiment de discussion. Je vais même vous dire qu'il y en a d'autres qui attendent derrière. Oui, il n'y a pas de discussion entre vous et moi. Et donc, ça ouvre, pour dire la vérité, la voie à un arbitraire absolument complet, dans lequel les tribunaux s'engouffreront pour détruire. Donc j'ai dit quoi? Que la loi dise ce qu'est la cause réelle. En droit du travail, il faut une cause réelle et sérieuse de licenciement. Bon. Que la loi précise ce qu'est la cause réelle des licenciements en matière économique. Par exemple, qu'en effet, il faut avoir une perte de chiffre d'affaires, mais importante. Autrement, le Conseil constitutionnel n'accepterait jamais, de 30%, de 40%. Je veux bien, mais ça ne changera pas la vie des dirigeants des PME. Quant à l'autre demande... Mais si je vous dis, pardonnez-moi, je vous engage au département matelas. On fabrique aussi des sommiers, mais je vous engage au département matelas. Oui. Si on arrête les matelas, je suis désolé, mais je ne pourrais pas vous garder, ça vous paraît anormal? Écoutez, oui, ça me paraît anormal, parce que je pense que vous auriez quand même des futons. La volonté de regarder les futons ou je ne sais pas quoi, et de me recaser. Mais j'ai déjà des gars qui me fabriquent mes futons et mes sommiers. Quand même de faire, ou alors c'est globalement votre entreprise qui serait en problème. Je vous trouve très antisocial vis-à-vis du malheureux salarié potentiel. Non, j'essaie de définir le lapin agile pour voir s'il a un quelconque intérêt. Je pense que ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est mieux définir la cause réelle et sérieuse en matière de licenciement par la loi, mais la laisser à la discussion entre le futur patron et le futur salarié pour les raisons que je viens d'indiquer. Notamment celle du rapport de force, qui est inégalitaire. Quant à l'autre sujet du lapin agile. J'ai réussi, c'est bien. Excusez-moi, il a réussi. Du contrat agile, à savoir les indemnités de licenciement, les plafonner. Je rappelle que ça a déjà été décidé par le gouvernement dans une loi qui s'appelle la loi Macron, qui malheureusement, pour des raisons purement juridique, a été annulé par le Conseil constitutionnel parce qu'il y avait des règles différentes selon les tailles des entreprises. Là, les règles sont les mêmes, justement. Donc, là, le gouvernement est en train de rentrer dans le droit chemin et donc, M. Gattaz va être satisfait. Ça ne va pas durer longtemps. Sans compter que les 2 tiers des décrets de la loi Macron n'ont toujours pas Quant au contrat, c'était votre troisième question et aussi celle de M. Gattaz, moi j'essaie d'être réaliste.
Citez-moi un pays dans le monde qui a un contrat unique de travail. Aucun. Quand même, ça doit donner à penser. Et deuxièmement, le problème n'est pas qu'il y ait un contrat unique, le problème est de savoir ce que l'on met dedans. Or ça, on n'en parle pas. Donc, je ne crois pas beaucoup aux mesures proposées par le MEDEF dans ces propositions de... Rapidement, je le demande, je suis désolé à Thierry Pêche parce qu'il faut qu'on diffuse notre dernier reportage. Oui, non, moi je ne crois pas beaucoup à l'effet de ces histoires de contrats de travail sur le chômage. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur un point, c'est que si on simplifiait... Sur les patrons eux-mêmes. Non, mais si on simplifiait les licenciements, la première chose qu'on verrait, compte tenu des sureffectifs qui existent dans l'économie française, c'est des licenciements. Ce n'est pas des emplois. Donc j'ai cette première réserve. Par contre, il y a un sujet très sérieux auquel il faut revenir. Je ne reviens pas parce que vous êtes pressé sur les indemnités de licenciement, il y aurait des choses à en dire. Mais il y a un sujet très sérieux, c'est les accords de maintien dans l'emploi de l'accord national interprofessionnel de janvier 2013, qui a été inscrit dans la loi. Il y en a très peu et ça serait utile. Ça serait utile parce que lorsqu'une entreprise est en risque vital, en grande difficulté économique, pas j'ai juste 10% de moins sur mon chiffre d'affaires, je risque gros. Là, j'ai besoin de redimensionner ma masse salariale, le volume horaire, etc. Et là, je dois pouvoir le faire. Or, tel que les AME sont faits aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'il suffit que quelques salariés lèvent le doigt en disant « moi, je m'y oppose » pour avoir les indemnités de licenciement économique classiques. J'ai vu ça dans une entreprise, je vous assure. Ça arrive, Jean-Claude Mailly. Non, c'est pas ça. C'est une entreprise dont je suis administrateur, donc c'est pas celle-là. Et donc, ça ne peut pas se faire. Et ça, c'est dommage. Les accords compétitivité en Allemagne, par exemple, ils permettent la flexibilité interne, et c'est mieux que la flexibilité externe. Alors, vous le savez, pendant ce temps-là... Ce qu'on a signé, par exemple, nous et d'autres, chez Peugeot, chez Renault, etc., ce ne sont pas des accords de maintien de l'emploi. Ce sont des accords qu'on appelait de compétitivité à l'époque et qui ont permis notamment de redresser la situation dans les deux entreprises. Ce n'était pas des accords de maintien de l'emploi. Oui, avant. Oui, mais tout à fait. Mais justement, ça marchait. Si on et veut c'est les accords de maintien de l'emploi qui ne marchent pas. L'expérience, il faut un cadre collectif. Je vous rappelle qu'en tout cas, depuis le début de la semaine, on consulte notamment à Matignon. C'était le cas hier pour Jean-Claude Mailly. Après les présidents de région, donc les syndicats, personne n'est content pour l'instant et on s'énerve notamment sur les contreparties du pacte de responsabilité et de ces dizaines de milliards. Reste la question de la formation, dossier alors là aussi ultra sensible puisque ce sont les syndicats eux-mêmes qui aujourd'hui gèrent les fonds. Stéphanie Gillon et Pierre-Jean Perrin. Après l'annonce d'un plan d'urgence pour l'emploi par François Hollande lors de ses vœux télévisés, place à la consultation. Toute la journée hier, les syndicats de salariés se sont succédés dans le bureau de Manuel Valls. Formation de 500 000 demandeurs d'emploi, nouvelle prime à l'embauche pour les PME, effort en matière d'apprentissage. L'occasion pour l'exécutif de tester ces nouvelles mesures. Verdict. Nous avons demandé que sur la formation des demandeurs d'emploi, ce soit 100% utile. C'est-à-dire que ça corresponde aux besoins en emploi, mais ça s'inscrive aussi pour les demandeurs d'emploi dans un parcours qui leur permette d'aller jusqu'à l'emploi. Et nous avons aussi dit qu'il nous fallait un bilan du pacte de responsabilité extrêmement précis avec ceux qui se sont engagés dans ce pacte pour voir quels étaient les résultats obtenus et notamment quel était l'engagement tenu ou non par les chefs d'entreprise et les organisations patronales. Il y a besoin d'être plus précis sur la formation des privés d'emploi. Beaucoup de jeunes, notamment qui sont au chômage, ont des diplômes, sont formés puisqu'ils sortent directement des écoles et donc eux n'ont pas besoin de formation, eux ils ont besoin d'un boulot. François Hollande détaillera son plan seulement lundi prochain devant le Conseil économique, social et environnemental. En attendant, les discussions continuent. Rendez-vous ce matin au siège de Force ouvrière où le secrétaire fédéral en charge des questions d'emploi et de formation vient de recevoir les délégués du ministère du Travail. C'est eux qui viennent vous voir maintenant. Ils nous ont apporté le croissant ce matin, donc c'était plutôt sympa. Oui, je ne sais pas si on y voit un message plutôt positif, mais effectivement, ils ont souhaité nous voir à Force ouvrière ce matin. Donc voilà, avec croissant et baguette, donc c'était plutôt sympa. Ils ont des choses à vous demander. On a, bien évidemment, ils ont des choses à nous demander parce qu'il y a des questions de financement qu'il faut traiter sur la formation des demandeurs d'emploi. Un dispositif évalué à 800 000 € par les syndicats qui refusent d'être les seuls à mettre la main à la poche. Bien sûr, nous, il faut qu'on forme les demandeurs d'emploi. Mais les fonds de la formation professionnelle, ils ont d'abord vocation à former les salariés. Donc il ne s'agit pas de dire on va envoyer tout l'argent sur les demandeurs d'emploi. Il faut quand même former les salariés en France, hein, quand même. Vous avez 19 millions de salariés, donc il faut que les entreprises les forment. Donc il ne s'agit pas de faire de la bascule de la formation des salariés sur les demandeurs d'emploi. Donc voilà, donc c'est un exercice un équilibre qu'on doit trouver entre financement des salariés et financement des demandeurs d'emploi. Voilà.
les partenaires sociaux font déjà beaucoup pour la formation des demandeurs d'emploi. Donc on est prêt à faire un effort supplémentaire, notamment sur les demandeurs d'emploi de longue durée, mais il faut qu'il y ait une contrepartie, que l'État s'engage également. L'État a tendance à se désengager sur des financements en matière de formation professionnelle, et ça, c'est plus possible. En formant les demandeurs d'emploi, ceux-ci changeront de catégorie, ce qui devrait statistiquement permettre au chômage de baisser et à François Hollande de tenir sa promesse. Pour la CFDT, la formation n'en demeure pas moins un levier indispensable pour résoudre l'inquiétude numéro 1 des Français. La situation de l'économie et du marché du travail en France, elle est laquelle? Elle est qu'on a besoin de transformer notre économie pour la rendre plus compétitive par la qualité des services et des produits qui sont proposés aux citoyens. Et pour faire ça, il faut aussi, en parallèle, accompagner la montée en compétences, donc la qualification des salariés. C'est pour ça que nous considérons que la réponse formation, c'est vraiment la bonne réponse, à l'inverse de toutes les réponses, simplification du contrat de travail, baisse du coût du travail, qui sont pour nous des mauvaises réponses, d'autant plus mauvaises qu'aujourd'hui, le marché du travail en France fonctionne de façon suffisamment souple, avec un certain nombre de dispositifs qui répondent à ce besoin d'agilité, comme dit le patronat des entreprises, en particulier avec la rupture conventionnelle. Les patrons qui, avec leur contrat agile, ont tenté de reprendre l'avantage hier. Les syndicats sont dans l'expectative. Réponse lundi prochain. Alors, ce débat quand même entre l'argent qu'on doit mettre pour la formation, pour les salariés ou les demandeurs d'emploi, ça peut paraître... On se concentre pour comprendre, on se dit il y a peut-être quelque chose de sérieux là-dedans, puis à un moment ça paraît quand même aussi un peu surréaliste. Il faut repréciser, en gros la formation professionnelle c'est 32 milliards d'euros par an à peu près. Hein. C'est pas rien. Hein. Attendez. Or, les syndicats et le patronat ne gèrent pas 32 milliards. Hein. On en gère... Non, attendez, mais pour l'instant, on ne fait pas ce procès. On ne vous fait pas ce procès. Non, mais je reprécise. Non, mais c'est pas uniquement une question de procès financement, etc. C'est aussi les responsabilités des uns et des autres. Oui. En gros, la formation professionnelle payée par les entreprises, ça représente 6 milliards sur les 32. Bon. Qui est responsable au départ de la formation des chômeurs et des demandeurs d'emploi? Avant, c'était l'État. Oui. Bon. L'État s'est désengagé. 2004, il a filé ça aux régions. C'est les régions qui ont la principale responsabilité, c'est d'ailleurs eux qui en forment le plus, de l'ordre de... Sur les 643 000 que j'évoquais tout à l'heure, je crois que de mémoire, les régions doivent en former 347 000 par an. Hein, bon, après, il y a des organismes qui interviennent, qui dépendent aussi maintenant des régions en partie. Ils ont des problèmes, c'est l'AFPA, par exemple, qui est un organisme très efficace en matière de formation. Il y a Pôle emploi, etc. Bon. Alors après, les entreprises, par priorité, forment leurs salariés. Oui. On parlait tout à l'heure des 3 milliards, par exemple, dans le logement social, etc. Dans les nouveaux emplois dans le bâtiment et les travaux publics, ce n'est pas simplement des demandeurs d'emploi qui vont trouver un boulot, c'est aussi de nouvelles qualifications, avec les nouvelles règles environnementales, etc. Oui, enfin, il va falloir former des salariés pour de nouvelles qualifications. Il va falloir les former, parce qu'ils n'existent pas. Non, il faut, oui, mais il y a de la formation, y compris de la formation professionnelle assurée par les entreprises. Alors là, qu'est-ce qui se passe sur la formation des demandeurs d'emploi? L'État va devoir intervenir, mais il a eu tendance à se désengager. Il faut savoir, par exemple, que, je ne rentre pas dans les signes, mais ça s'appelle la R2F, mais j'explique ce que c'est. Un chômeur qui entreprend une formation de longue durée. Exemple, infirmier ou infirmière. Oui. Donc ça dure 2 ans, 3 ans. Si au bout d'1 an, il arrive à la fin de ses indemnités d'assurance chômage, il n'a plus rien pour vivre. Donc avant, il y avait une allocation payée par l'État, un relais par l'État qui permettait de terminer sa formation. L'État, il a sucré les fonds. Bon. Nous, on a suppléé sur le plan, mais pas complètement, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Donc là, on a obtenu hier, par exemple, que l'État remette de l'argent là-dedans. Bon. Alors donc l'État va intervenir via notamment l'AFPA, ça c'est bien, ça va redynamiser, j'espère, l'AFPA. Pôle emploi va intervenir, les régions vont devoir intervenir, et quand je dis nous, les interlocuteurs sociaux, on va intervenir également, comme on le fait déjà, pour soutenir la formation des demandeurs d'emploi, notamment de longue durée. Mais tout le monde doit intervenir. Ce qui n'est pas simple, parce que plus ça va, plus il y a d'intervenants dans le marché. Donc il va déjà faire un séminaire pour se coordonner. On est plusieurs à intervenir, puis il va falloir... Au-delà du chiffre, ce que j'ai dit tout à l'heure, former 350 000 rapidement, ça ne va pas être, y compris au-delà des questions financières, aussi facile à organiser. Ce débat est important sur la formation et des demandeurs d'emploi et des salariés ? Oui, je crois qu'il est très important. Pour lutter contre le chômage. Je crois qu'il est très important. D'abord, il y a une partie des salariés, Ghislaine Ottenheimer le disait tout à l'heure, qui quittent 1 sur 5, qui quittent l'école primaire, futurs salariés,
sans aucune formation. Et puis on a des études de cohorte, comme disent les spécialistes, tout le long, et qui montrent que lorsqu'ils arrivent à l'âge d'occuper un emploi, ils n'en trouvent pas. Et ils trouvent leur premier CDI au bout de 7, 8 ou 9 ans. Donc il y a un premier problème de formation, indépendamment qui est l'école primaire et l'adaptation du collège à tous ces jeunes. Il y a en France, aujourd'hui, des centaines de milliers de jeunes qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas les codes et qui n'ont aucune chance d'accéder à un emploi. Il faut le savoir. Et je crois que c'est sur eux, d'abord, qu'il faut faire porter, parce que c'est la France de demain, l'effort. Sur les chômeurs, proprement dit... Ce que vous nous dites, c'est plus que du moyen terme, hein. C'est rendez-vous dans 20 ans, c'est terrifiant. Hein. Non, mais je pense qu'en effet, il faut des années pour former tous ces jeunes, mais que si on ne s'y prend pas très vite, on ne va arriver à rien. Quant aux chômeurs et quant aux demandeurs d'emploi, classiquement, on a toujours constaté depuis des années que la partie des fonds de la formation professionnelle qui vont aux chômeurs, en fait, est trop faible. Comme celle qui va aux personnes non qualifiées est trop faible. Donc tout se passe comme le système de formation, aider d'abord les gens qui en avaient le moins besoin. C'est tout ça qu'il faut changer. Et excusez-moi, ça ne va pas se faire en 3 mois. Ça va se faire. Alors, j'ajoute que techniquement, comme le disait très bien Jean-Claude Mailly il y a un instant, former 500 000 demandeurs d'emploi, 350 000 de plus que ce qui était prévu, c'est un énorme défi technique pour le système de formation. Voilà. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse avoir des résultats en termes d'emploi, parce que c'est quand même le sujet de l'émission, qui soient évidents. Je crois que ça peut être bénéfique. Je crois que ça va être très difficile. Et je préfère, moi, les mesures qui sont dans la durée, qui sont des processus dans la durée de formation, plutôt que des systèmes de formation en un coup. Guylaine Othemer va bouder, il faut que je passe aux questions SMS. Allez, c'est parti. État d'urgence pour l'emploi ou campagne électorale, nous demande-t-on. Est-ce qu'on est en train d'assister au début de la campagne électorale pour la présidentielle ou est-ce qu'on fait effectivement, on mobilise le pays pour un état d'urgence? Qu'est-ce que vous en pensez? Thierry Pech, ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire parce que finalement, que ce soit pour des raisons politiques ou pour des raisons économiques, la cause est bonne et ça m'importe assez peu de savoir s'il y a des arrière-pensées politiques, si on arrive à faire quelque chose. Bien sûr. Un mot là-dessus? Il y a les deux, oui. Bah, le souci électoral est présent, c'est évident. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est mauvais. A-t-on vraiment envie de régler le problème du chômage? Souvent, régulièrement, des économistes sur ce plateau nous disent mais la France a fait le choix du chômage, qui est toujours une expression qui, j'imagine, doit faire bondir ceux qui nous écoutent, voilà, et qui en même temps est régulièrement employée. Guylaine Othemer. Oui, d'une certaine manière, quand on voit les pays qui aujourd'hui sont les plus créateurs d'emplois, ce sont eux qui ont fait des énormes réformes structurelles qui ne sont pas toujours très avantageuses pour les salariés, il faut bien le dire. Il y a eu des baisses de salaire, des baisses des augmentations de durée de travail, des reculs de l'âge de la retraite, des choses qui sont finalement au détriment du confort. Nous, on a quand même les 35 heures, un certain nombre de semaines de vacances, y compris dans la fonction publique. On a une retraite qui est pas très tardive. Donc tout ça est d'une certaine manière mine notre compétitivité. Et c'est vrai que les chefs d'entreprise, ils peuvent arbitrer entre investir en Allemagne, en Espagne et en France. Bon, c'est vrai que ce n'est pas l'endroit le plus attirant. On a d'autres atouts, nos infrastructures, notre positionnement géographique, notre climat, notre culture. On a énormément d'atouts. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Cette émission est assez pessimiste. Mais on voit très bien qu'on peut, avec pas grand-chose aussi, faire des choses. Regardez l'école de la deuxième chance de Thierry Marx ou l'école de la deuxième chance d'informatique. Bon, c'est des choses qui marche. Aujourd'hui, vous cherchez un développeur en informatique, vous n'en trouvez pas. Non. Donc, il faut aussi de la souplesse. Et je trouve que c'est une bonne chose que ce soit les régions qui soient maintenant pilotes en termes de formation, leader, parce que je pense qu'il y a une responsabilité électorale. On voit bien que Xavier Bertrand se mobilise, Valérie Pécresse se mobilise, tous les chefs de file se mobilisent et ce sera un enjeu de leur réélection. Avec la troisième révolution industrielle, celle du numérique, le salariat classique est fini. Alors c'est un auditeur qui affirme cela. Qu'est-ce que vous en pensez, Raymond Soubi? J'en pense qu'aujourd'hui c'est faux, parce que l'immense majorité des travailleurs, comme on disait, sont des salariés. Ce ne sont pas les nouveaux travailleurs. Cela dit, ça va se développer, c'est en train de se développer pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, vous avez les entreprises qui externalisent un certain nombre de fonctions pour des raisons de coût
donc préfèrent, plutôt que d'avoir les salariés, d'avoir des travailleurs indépendants prestataires. Deuxièmement, vous avez toute une génération de gens jeunes qui, au fond, ne se retrouvent pas dans les systèmes ultra-processés des entreprises. Et puis, troisièmement, vous avez toute la révolution digitale qui permet, en fait, grâce aux plateformes, que nous connaissons tous, d'avoir immédiatement accès à de très vastes marchés auxquels ils n'auraient jamais eu accès. Donc, aujourd'hui, c'est un phénomène en France très marginal. C'est un phénomène qui va monter, c'est un phénomène qui va changer considérablement les mentalités et surtout, c'est un problème qui va poser des questions de règles parce que ces secteurs sont non réglementés, ni sur le plan fiscal, ni sur le plan social. Et je crois que c'est un immense dossier que le gouvernement veut d'ailleurs ouvrir. Est-ce que le salarié numérisé est un salarié comme les autres? Est-ce que le salarié numérisé est un salarié ou est-ce que c'est un travailleur indépendant qui prend ses risques, etc. Un mot là-dessus? Oui, moi je suis je pense que ça va beaucoup plus vite que ce que dit Raymond Soubi. Beaucoup plus vite et pas simplement dans le numérique, pour des raisons qui tiennent à la fois à l'évolution des relations d'affaires et aussi aux attentes des jeunes travailleurs qui sont moins demandeurs d'un lien de subordination, d'une projection longue dans un emploi, etc. Et je pense que ça va aller très vite. Voilà. Les jeunes sont précurseurs avec l'économie participative, nous dit un téléspectateur. Est-ce que vous pensez que cette économie participative, elle va peser un poids dans la création d'emplois dans notre pays? Qu'est-ce que m'en dit Challenge? Si ça marche très très bien, le participatif en France, c'est parce qu'effectivement, il y a un problème de pouvoir d'achat, il y a un problème de chômage, il y a un problème de marginalisation des jeunes. Il y a 2 millions de jeunes qui sont ni en formation, ni n'ont pas d'emploi. Donc c'est vrai que c'est les premiers à se servir de ces nouveaux outils. De même que si Airbnb marche très très bien en France, c'est parce que c'est certes une grande destination touristique, mais c'est parce que les gens ont besoin d'avoir des compléments de revenus, parce que ça fait des années que, il n'y a pas de progression du pouvoir d'achat et il n'y a pas de perspective. Les hôteliers ne sont pas contents. Hein. Ne serait-il pas mieux de favoriser fiscalement l'emploi dans les PME qui embauchent plutôt que d'aider les grosses qui débauchent? J'ai l'impression que vous nous avez dit ça en début d'émission. Non, mais ça c'est une question de fiscalité aussi, ça. Oui. Vous avez aujourd'hui, et c'est quand même anormal, de très grandes entreprises françaises ou étrangères qui ne payent quasiment pas d'impôts sur les sociétés par des mécanismes, y compris légaux, d'optimisation fiscale, quand vous avez la PME qui paye plein pot. Donc ça, c'est essentiellement une question de fiscalité. Maintenant, je pense que dans les aides publiques, les organismes qui existent, tels que la Banque publique d'investissement, il faudrait plus facilement aider effectivement les PME que les grosses entreprises. Vous prenez la prochaine qui ne va pas vous plaire. À quoi servent ces consultations puisque les syndicats empêcheront la moindre avancée libérale? Ah bah oui, mais enfin ça, oui, moindre avancée libérale, je crois qu'il y en a eu pas mal ces dernières années. Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin de vous pour que... Non, mais attendez. Non, mais chez nous, que la France règne sous un libéralisme absolu. Hein. Non, j'ai pas dit ça non plus. Mais on est dans une logique. Enfin, attendez, c'est y compris au niveau européen. On le dénonce de manière régulière. Cette logique libérale, elle est en vigueur en Europe, dans tous les pays aujourd'hui. Que va-t-il advenir des personnes qui ne retrouveront jamais un emploi, notamment les longues durées, entre guillemets, qui sont aussi seniors? Ils sont désespérés. Ça, je pense que ça, j'ai redemandé hier, mais ça, on a du mal à le obtenir. J'ai redemandé hier, je pense notamment à ceux qui ont 58, 59 ans, qui sont au chômage, qui ont fini leur indemnisation et qui vont devoir attendre plusieurs années avant de pouvoir toucher leur retraite. Comme l'âge de la retraite recule, qu'il y ait une remise en place d'une allocation qui existait, qui s'appelait l'allocation équivalent retraite, qui leur permet de vivre dignement jusqu'à l'âge de la retraite. Mais ça, le gouvernement dit, oui, on est conscient du problème, mais ça coûte cher. Pourquoi est-ce le salarié qui trinque et pas le patron? C'est bien lui qui a mal dirigé son entreprise. Je veux bien votre réaction, Raymond Soubi. Dit autrement par Laurent Berger, récemment, c'était trouvez-vous finalement normal qu'on fasse peser la responsabilité du chômage sur les salariés? La responsabilité du chômage porte naturellement sur les salariés puisqu'ils en sont victimes. Cela dit, ce ne sont pas non plus les chefs d'entreprise qui en sont responsables au sens qui ont causé le chômage. Donc, en réalité, tout le monde est un peu même beaucoup, sur le même bateau. Et il ne faut pas opposer les méchants chefs d'entreprise qui ont reçu des baisses de charges et qui n'ont pas atteint le PINS de M. Gattaz, des millions de chômeurs, et les malheureux salariés qui en sont victimes. Les chefs d'entreprise, d'abord, chef d'entreprise d'une PME, c'est un métier difficile qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup d'esprit de responsabilité. Bon. Et honnêtement, l'immense majorité des patrons de PME de ce pays sont favorables à l'emploi, à la condition de produire des biens et ou des services
qui ont des débouchés. Je pense que ce que le téléspectateur dit, et ce qu'on a vu beaucoup ces dernières années, c'est des restructurations où il y a des plans de licenciement massif et l'action monte en bourse. Bon, ça passe très très mal dans l'opinion publique. Et d'abord, on ne l'explique pas suffisamment. Et ensuite, c'est vrai que c'est un des mauvais aspects du capitalisme. C'est le père de M. Gattaz qui nous avait dit les licenciements d'aujourd'hui sont les emplois de demain. Ouais, donc son fils dit la même chose. Voilà, tout à fait. C'est une famille qui a de la persistance. Yves Calvi, vous savez, par exemple, certains cas, oui. Le CICE, Parfois, oui, qui est un crédit d'impôt. Combien, moi, de chefs d'entreprise, de PME, me disent que leurs donneurs d'ordre, leur disent, mais vous avez touché combien au titre du CICE? Et vous nous faites remonter au moins la moitié. Y compris des entreprises publiques font ça. Plus fort taux de natalité d'Europe, plus fort taux de femmes qui travaillent, comment s'étonner de notre taux de chômage? Et on va remettre les femmes à la maison. Voilà, j'espérais bien que vous alliez me répondre. À force de privilégier les baisses de charges sur les bas salaires, ne freine-t-on pas la progression des salaires? Les salaires français sont assez bas quand vous regardez, comparé avec la Suisse. Ils évoluent un peu plus vite que... C'est un vieux débat, exactement. Ils évoluent un peu plus vite. C'est plutôt un problème. Dernière question, baisse des charges, assouplissement du contrat de travail et simplification des formalités sont-ils compatibles avec le socialisme, en tout cas celui affiché par nos dirigeants? Ils sont tout à fait compatibles avec la social-démocratie. Oui. Que dans tous les pays d'Europe, c'est comme ça, sociodémocrate, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a aucune contradiction pas compris que les entre la socialiste et l'ensemble de ces mesures. Bon, Jean-Claude Mailly n'avait pas compris que nos dirigeants s'affichaient socialistes. Ça sera la conclusion de cette émission pour ce soir. Rediffusion à 23h de Ce C'est dans l'air. Merci à nos invités d'y avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, 17h45, nous serons en direct comme chaque jour et auparavant. Axel de Tarlet recevra son invité. Merci de votre fidélité. À demain. Bonne soirée.